Et je voulais parler de cette notion-là qui est importante pour moi, puisqu'on a tendance à dire que l'énergie féminine est une énergie passive. Et c'est vrai et c'est faux, dans le sens où si on prend la polarité Soleil-Lune, on dit que la Lune est réceptive, alors que le Soleil est émetteur. La Lune, elle n'a pas sa propre lumière, elle reflète la lumière du Soleil. Donc ça va bien plus loin dans cette analogie Lune-Soleil, pardon. Mais dans le Tantra, la polarité féminine, c'est la polarité qui est active et qui est chaude notamment, alors que la polarité masculine est froide et elle est inactive. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant puisque même si on se rapporte à la fonction basique de la polarité féminine-masculine, l'homme plante une graine, mais la femme va choisir si elle la nourrit ou pas. C'est pas juste ce côté passif de ah, j'ai été fécondée et ça y est, je dois me porter l'intention de l'homme, même si je ne l'ai pas choisi. Le corps de la femme peut choisir de se débarrasser de cette intention pour plein de raisons différentes. Soit parce que c'était pas viable, soit que c'était pas le bon moment, soit qu'elle n'a pas les ressources pour s'occuper de cette graine et qu'il y a donc un autre moment qui sera bien plus propice à ça. Donc c'est en réalité quelque chose de très actif. Le féminin, c'est est-ce que je choisis tous les jours de nourrir cette intention, cette graine? Ça demande des efforts tous les jours. Ça demande de l'attention, ça demande de l'amour, ça demande du temps. Donc c'est en réalité un processus qui peut être très actif. Mais c'est un processus qui est au rythme de la terre et de l'eau, qui est donc un rythme un peu plus lent que l'air et le feu. La terre et l'eau, c'est les deux éléments qui sont présents dans le dosha kapha. Et c'est les deux éléments qui sont les plus féminins, entre guillemets, notamment en astrologie. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est ceux qui construisent, c'est ceux qui nourrissent, qui est un rôle de la polarité féminine. Donc forcément, on a l'impression que ça avance pas très vite quand on va à la vitesse de la terre et de l'eau, mais il n'y a que comme ça que ça se construit sur du long terme. Vous voyez, Kappa, par exemple, en Ayurveda, quand il construit quelque chose, ça prend du temps. Quand il apprend une nouvelle notion, ça prend du temps souvent. Il a du mal à retenir les choses, il a besoin de les revoir très souvent, mais par contre, une fois qu'il l'a retenu, il le retient à vie. Une fois qu'il s'est souvenu de votre visage, il se souviendra de votre visage toute sa vie. Une fois qu'il a mis les fondations de son entreprise ou de sa famille ou de sa maison, ça va être une des entreprises, une famille ou une maison les plus stables parce qu'il a pris le temps. Alors que quelqu'un qui est plus feu ou air va avoir tendance à vite faire les choses. Alors c'est sûr, il a des résultats plus rapidement, mais il faut voir si ça tient sur le long terme. C'est une notion qui est intéressante de qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce dosha kapha qui est dominant au printemps. Qu'est-ce qui est intéressant à garder de ce dosha en fait? Qu'est-ce qui est intéressant de nourrir à partir de ce dosha, puisque c'est vraiment le dosha de la nutrition kapha. Donc si on résume l'énergie de la déesse, c'est l'entretien, c'est la nutrition, c'est la cyclicité et c'est les saisons. Donc les saisons, c'est l'interaction soleil-terre. C'est combien de temps le soleil impacte notre planète là où on se trouve, puisque nous, on rentre au printemps, mais dans l'hémisphère sud, il rentre en automne. Donc c'est l'interaction, encore une fois, entre le masculin et le féminin. Et c'est le féminin qui va manifester la saison. Alors certes, on voit le soleil dans le ciel, mais le soleil, on le voit un peu plus longtemps, mais c'est toujours le soleil. À la limite, il est plus haut dans le ciel, il est plus fort, il va être plus chaud. Mais ce qui va vraiment manifester les saisons, c'est la terre. C'est dans la matière qu'on va voir les fleurs, qu'on va voir les fruits, qu'on va entendre les oiseaux chanter. Donc c'est vraiment je trouve cette beauté de revoir ce féminin comme cette vie incarnée. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, je tiens à le préciser, que les hommes n'ont pas cette énergie, au contraire, puisqu'ils ont aussi cette énergie féminine en eux. Et finalement, au-delà de féminin-masculin, c'est plus une dualité que tout le monde a retrouvée en soi. Après, on pourrait aussi parler de la beauté de l'énergie masculine, mais ce n'est pas le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais les deux sont indispensables. Et donc, je vous parlais de l'énergie de la bâtisseuse ou du bâtisseur. Et ce qui m'a inspiré ça, c'est que je faisais un rituel avec le cacao pas plus tard qu'hier. Et j'ai demandé à être guidée sur est-ce qu'il y a des choses en particulier qui devraient être transmises pendant ce webinaire, en plus de tout ce que j'avais déjà prévu. On ne sait jamais. Et ce que j'ai reçu, c'était cette notion de terre et d'eau, cette notion de nutrition, comme je viens de vous l'expliquer. Et j'ai tiré cette carte avec, je ne l'ai pas sur moi là,
Mais c'est une carte très belle qui représente une femme et des castors sur la même carte. Cette carte, tout de suite, avant même que je lise ce qu'elle décrivait, ça m'a énormément inspirée puisque un castor, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'énergie de l'eau et il rajoute de la terre, entre guillemets. C'est du bois, c'est pas que de la terre pour créer son nid, mais il utilise un élément dense qui va lui permettre de créer sa maison, créer son chez lui. Et donc, les castors, ils sont très connus en permaculture et dans les systèmes plus respectueux de l'environnement, d'entretien on va dire des paysages, parce qu'ils créent des barrages naturels. Donc, plutôt qu'avoir un énorme barrage comme l'humain fait pour produire de l'électricité, etc., les castors en produisent de petits, ce qui va à chaque fois créer un mini écosystème là où l'eau est retenue. Puisque sans les castors, il y a beaucoup de rivières qui n'auraient pas toute cette quantité d'eau puisqu'elles s'écouleraient trop vite. Donc il n'y aurait pas cet écosystème qui est créé et qui permet ensuite la vie de plein d'autres animaux et de plein d'autres espèces de plantes, etc. Donc je trouvais ça très beau comme allégorie que le castor, il a réussi à utiliser, à canaliser cette énergie terre et eau pour créer son chez lui. Et pour créer un chez lui, il y a d'autres personnes, puisqu'il n'est pas tout seul à en bénéficier au final. Et cette énergie-là, la bâtisseuse ou le bâtisseur, le castor, c'est une énergie de communauté. C'est pas une énergie de je crée les choses toute seule. On a beaucoup ça en tant qu'entrepreneur, en tant que mère, en tant que père, de se dire je dois tout faire seul, je dois être indépendant, je ne dois pas dépendre des autres. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a confondu la dépendance à la codépendance. On a confondu le fait de donner son pouvoir, dans le sens donner toutes ses capacités à quelqu'un, et partager des capacités. Puisque le castor, il sait construire un barrage sur l'eau, ce que ne sait pas faire un oiseau. Mais un oiseau, il sait faire d'autres choses. Il peut répartir des graines, ce qui va être très intéressant pour certaines espèces d'arbres. Donc la nature a très bien compris qu'elle ne fonctionnerait jamais toute seule. Enfin, toute seule, en tout cas, par éléments. Alors, les animaux là, les plantes ici, etc. Et c'est ce que je nous invite à faire à partir d'aujourd'hui et à partir à l'occasion de Navaratri, par exemple, c'est de se questionner comment est-ce que je veux construire dans un écosystème, pas juste moi tout seul ou toute seule. Impacter mon environnement finalement, puisque le castor, il impacte son environnement, donc il impacte le flux de la rivière, mais la rivière l'impacte aussi, parce que si un jour le courant est un peu plus fort, ça va impacter sa maison, qu'au bout d'un moment, l'érosion étant, ça va aussi jouer sur... J'aimais bien cette citation que j'avais vue à Malte d'ailleurs, elle était écrite dans un musée. C'était un musée qui donnait sur un temple très très ancien à Malte, un temple mégalithique. Je ne me souviens plus exactement, donc je vais paraphraser, mais c'était quelque chose comme les hommes construisent des bâtiments qui les façonnent en échange. Et c'est toute la culture du Vastu, du Feng Shui, c'est on construit des lieux qui nous impactent finalement. Donc il y a un espèce d'échange. Quand on construit un temple, c'est pas juste on va, entre guillemets, polluer la nature ou la dénaturer. Non, non, on va l'embellir d'une manière. Si on respecte bien sûr des lois naturelles comme sont véhiculées dans le Feng Shui, dans le Vastu, dans tous ces systèmes d'architecture sacrée. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, je me posais ces questions en me disant, mais en fait, oui, c'est le castor ou tout le bâtisseur, la bâtisseuse, il crée un écosystème et il est impacté par cet écosystème. Puisque l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir se nourrir de cet écosystème potentiellement. Il va pouvoir avoir une protection depuis cet écosystème. Et c'est exactement la même chose qu'un rituel. Un rituel, c'est comme construire quelque chose, c'est créer un espace momentané, pas forcément physique, mais un espace momentané qui va impacter l'endroit dans lequel je suis et ça va aussi m'impacter moi. Et j'aime beaucoup voir les rituels de cette manière-là parce que c'est un peu comme un cadeau que l'on fait à la nature et qu'elle nous fait en échange. C'est quelque chose qu'on partage avec la nature à ce moment-là, même si c'est pas fait forcément à l'extérieur. Donc c'est pour ça que dans toutes les cultures, on a cette notion d'offrande, de donner à manger, de donner des fleurs, de donner du riz, de faire des dessins sur le sol. Il y a beaucoup qui se disent, mais pourquoi ils passent des heures à dessiner des mandalas avec des poudres sur le sol pour qu'ensuite ce soit disparu en quelques heures, parfois même en quelques minutes. Mais parce que c'est un cadeau
C'est un espace qui a été créé pendant quelques heures, quelques minutes, qui a changé le lieu en question, et ce lieu a impacté la personne en échange. Vous avez déjà tous eu des fleurs coupées chez vous, vous savez qu'elles vont mourir, vous savez que ça ne va pas durer, mais ça change quelque chose dans votre intérieur, et quelque chose qui est nourri en vous. Donc tout ça, c'est sattva, c'est comment je nourris mon esprit au quotidien. Donc un rituel, c'est créer un écosystème, créer un cadre, une structure. On met l'élémentaire finalement, même si ce n'est pas au niveau physique. C'est une invitation, encore une fois, pour le divin, l'inspiration, la créativité, peu importe ce avec quoi vous vous connectez, de nous habiter. Donc en faisant ça, on ouvre une porte, littéralement. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de portail énergétique, ce genre de choses. C'est quand on fait un rituel, on ouvre une porte et on crée une maison en se disant, voilà, tu peux venir habiter telle énergie, tel archétype, tu peux venir habiter cet espace pour nous inspirer. Et on va te nourrir en échange. Les Grecs, par exemple, ils faisaient un grand feu auquel ils donnaient des offrandes et ils se disaient que la fumée de la nourriture qui brûlait nourrissait leur dieu. Donc il y a toujours eu cette notion de nourrir le divin et pour être nourri en retour. C'est un échange mutuel.